Je reçois aujourd'hui Sébastien Meurant. Merci Sébastien de me recevoir sous les ors du Sénat. C'est magnifique. Merci à toi, bienvenue. Et je voulais parler de ta participation à la commission sénatoriale sur McKinsey, qui est un sujet qui passionne les foules. Est-ce que tu peux expliquer d'abord aux Français qui découvrent le travail parlementaire et en fait qui sont friands de comment ça se passe, comment se passe la décision de mettre en place une commission parlementaire et comment se passe la composition de cette commission? Pourquoi toi t'y es allé et pas d'autres? Dis aux gens comment ça s'est passé. Alors le rôle du Parlement, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, c'est de voter les lois. C'est ce que les gens s'imaginent et c'est une réalité. Même si la plupart des lois aujourd'hui, depuis un certain nombre d'années, mais encore plus aujourd'hui, sont le fruit du gouvernement et de la haute fonction publique. Donc le rôle du Parlement, c'est de voter les lois et c'est de proposer donc, des lois en sachant que c'est maintenant une petite partie du travail parlementaire, puisque la plupart des lois sont des propositions du gouvernement et après, bien sûr, sont votées au Sénat et à l'Assemblée nationale. Et il y a également un autre travail qui est à mon avis fondamental et ce qui explique un des problèmes français, c'est que nous sommes aussi missionnés pour contrôler le gouvernement. Le législatif, donc le Parlement, contrôle l'exécutif et l'exécutif rend des comptes au législatif. Et là, sur cette partie-là, y compris au Sénat. Y compris au Sénat. Et là, sur cette partie-là, eh bien, c'est cette notion d'équilibre des pouvoirs qui aujourd'hui n'existe plus. Hein, et je me permets de dire, moi, je dis, nous ne sommes plus en démocratie au sens où les grands anciens l'entendaient. L'esprit des lois Montesquieu, hein, pour que le pouvoir n'abuse pas du pouvoir, il faut qu'il ait par disposition des choses, on arrête le pouvoir. Et là, aujourd'hui, il y a une hyper-concentration de l'exécutif et le Parlement, donc, je l'ai dit, propose assez peu de lois finalement, et par contre pour contrôler l'exécutif, donc il y a ces missions de contrôle, donc ces commissions d'enquête. Et la commission d'enquête au Sénat qui a fait parler la première d'elles récemment, c'est concernant Benalla. Donc comment se constituent ces commissions d'enquête? Comment on peut lancer une commission d'enquête? Alors au Sénat, c'est les groupes politiques qui ont ce qu'on appelle le pouvoir d'avoir un droit de tirage, donc c'est-à-dire d'avoir des moyens mis à disposition, donc c'est-à-dire c'est des hauts fonctionnaires du Sénat qui créent ces commissions et donc en fonction du poids, à la demande d'un groupe. À la demande d'un groupe, absolument. Et là, il s'agissait du groupe communiste. Donc là, c'était Éliane Assassi qui était à l'origine et son groupe qui était à l'origine de cette commission d'enquête. Donc là, c'est pas Benalla, c'est sur McKinsey. Hein. Mais les groupes politiques peuvent avoir le lancement de ces commissions d'enquête. Il y a la composition, c'est en fonction du poids politique au sein de l'hémicycle. Donc il y a l'ensemble de la représentation du Sénat qui font partie de ces commissions d'enquête. Et moi, j'y suis allé par intérêt pour donc c'est toi qui as demandé à participer? J'ai demandé au groupe LR d'être membre et j'ai été retenu au titre du groupe LR pour faire partie de cette commission d'enquête. Donc c'est les groupes politiques qui choisissent et ces commissions d'enquête ont un pouvoir, c'est de convoquer, et je parle de pouvoir car ceux qui ne sont convoqués n'ont pas la possibilité de refuser. Ils sont obligés de venir. C'est une commission d'enquête, ils viennent. Et ils sont obligés de dire la vérité. Et ils sont obligés de dire la vérité, on leur demande de jurer de dire la vérité. Et c'est un délit. Condamnable de plusieurs dizaines de milliers d'euros d'amende et de peine de prison si il est avéré qu'ils mentent. Donc c'est-à-dire que la commission d'enquête se réunit, on demande donc aux invités de jurer, de dire toute la vérité, de répondre aux questions qui sont posées, et puis après les auditions se passent, donc on convoque qui nous voulons convoquer, c'est très important. Ces personnes se présentent, répondent aux questions. Après, il y a un rapport qui est rédigé par cette commission d'enquête. Et si jamais, et là, dans McKinsey, c'est très intéressant, puisque le directeur de relations publiques de McKinsey a menti. Sur les impôts, enfin sur un tas de choses, mais au moins là-dessus. Et donc la commission d'enquête peut, doit, a le pouvoir en tout cas, de transmettre à la justice. Mais là, tu nous dis le droit, mais dans la pratique, est-ce que sur cette commission d'enquête,
qui a été demandé par le groupe communiste. Absolument. Est-ce qu'il y a une négociation avec le bureau du Sénat, avec le président du Sénat, sur le thème de la commission et sur le périmètre de l'enquête qu'elle va mener? Alors, il y a toujours parce que c'est une proposition donc d'un groupe. Le groupe, ce que je vous ai parlé du droit de tirage et des commissions d'enquête, une fois par an, chaque groupe a cette possibilité de faire un droit de tirage. Et là, c'est une disposition qui relève même le plus petit groupe, le groupe communiste. Absolument. Ça, c'est très intéressant parce que moi, depuis maintenant 5 ans et demi, j'ai écrit à moult reprises la capacité de faire une commission d'enquête sur l'immigration et sur le coût de l'immigration. Mais tu l'as écrit à qui? Eh bien, à Bruno Retailleau, qui est le président du groupe LR. Une fois, 2 fois, 3 fois. J'ai fait signer par plus de 60 sénateurs l'intérêt pour le groupe LR, pour la famille politique que j'appartiens, de travailler sur cette question du chiffrage. Je suis en commission des finances. Aujourd'hui, on entend tout ce qu'on veut sur le coût de l'immigration, parce qu'il faut savoir que le budget de l'État est détaillé par numéro, en fait, et moi je suis rapporteur, j'ai rapporteur spécial. En fait, 200 programmes à peu près. Exactement, plusieurs centaines de programmes. Moi je suis rapporteur de la mission Asile, Immigration, Intégration, qui est aux alentours de 3 milliards d'euros, et j'ai des pouvoirs spéciaux à ce titre. C'est-à-dire que je peux aussi aller contrôler, c'est la mission du parlementaire, de contrôler l'administration. Donc je suis allé dans les ministères, je suis allé voir l'OFPRA, l'OFII, enfin tous les organismes qui relèvent, qui sont financés par l'État sur ces questions-là. Sauf que, et là c'est quelque chose qui est absolument incroyable pour quelqu'un qui vient du privé, c'est que rien n'est consolidé. Donc cette mission sur l'asile, immigration, intégration, elle fait à peu près 3 milliards d'euros, mais par contre l'AME, l'aide médicale d'État, qui a dépassé le milliard d'euros, n'est pas dans cette mission-là. Donc il faut aller chercher dans d'autres ministères, donc à peu près 9 ministères, les chiffres, et c'est très difficile à trouver, pour consolider. Et évidemment, je ne parle pas du budget de la sécurité sociale, au sens large, on ne rentre pas dans le détail, on n'a pas le temps, qui ne fait pas partie de cette mission, bien entendu, ni ce que sont versés par les départements au titre de l'aide médicale, la ZE, etc. Mais pourquoi Retailleau ne veut pas de cette commission d'enquête ? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que donc, il n'y a de commission que si le président du groupe présente cette demande au bureau du Sénat. Absolument, oui. Ça, il faudrait lui demander, parce que moi j'ai été le voir, j'ai été le rencontrer, ce qui m'a amené à quitter l'LR, parce que sur ces sujets fondamentaux, et je pensais vraiment qu'entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, après 2017, il y avait un espace politique pour faire les choses sérieusement, et que l'on parte du début, enfin qu'on parte de l'aide au développement aux pays amis africains, maghrébins et autres, jusqu'à la compréhension de pourquoi on est incapable d'éloigner les étrangers en situation régulière, pourquoi on est incapable de régulariser ou de maintenir sur le territoire français des personnes qui travaillent et qui ne font aucun mal et qui ne demandent qu'à travailler, qu'à respecter les lois de la République et les usages de notre pays. Et aujourd'hui, ce système ne fonctionne pas, on a un État qui est complètement incapable, et au sein de cette chambre où les LR étaient majoritaires, je vous avouerai que je n'ai pas bien compris, politiquement parlant. Je pensais que politiquement parlant, en 2018-2019, si nous avions été capables de faire une commission d'enquête sur 1 an, de pointer tous les dysfonctionnements, on était capable d'améliorer les choses et de proposer une vraie réforme. Et je vous ai dit, une commission d'enquête, ça comprend toutes les sensibilités politiques. Et ça permet de reprendre tous les rapports qui ont été écrits par les cours des comptes régionales, la Cour des comptes nationale. Donc c'est quelque chose de sérieux. Et sur ces sujets-là, il semblerait quand même, moi qui suis passé par la gare du Nord ce matin, il y a eu encore des événements tragiques la semaine dernière, il y avait un intérêt pour les Français. Parce que quand même, nous sommes au service des Français avant tout. Et là, sur ces sujets d'immigration, d'intégration et d'asile, parce qu'il faut, évidemment, pour moi, ces sujets-là sont différents.
le fait d'avoir recevoir quelqu'un qui mérite d'avoir le droit d'asile, ça n'a rien à voir avec le droit de rester et d'avoir la nationalité française, c'est des choses complètement différentes. Évidemment, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail sur ces questions d'immigration qui sont complexes, on va revenir à McKinsey, mais la commission d'enquête, c'est évidemment le choix de chaque groupe, droit de tirage un par an, n'importe quel groupe peut amener sur la table ce qu'il veut. Après, les commissions d'enquête peuvent se faire en fonction d'un événement. Donc là, Benalla, c'était voilà. Pour les téléspectateurs, c'est très important de comprendre ça. À l'Assemblée nationale, il y a eu une commission d'enquête. Vous avez vu, il n'y avait rien à voir. Tout était très bien. Celle qui était présidente de cette commission d'enquête est à la tête de l'Assemblée nationale. Au Sénat, Philippe Bas, fonctionnaire, ancien secrétaire général de l'Élysée. Toute sensibilité politique, ça fonctionne de la même façon à l'Assemblée nationale. Là-dessus, bon, il y avait quelque chose. Bon, le coffre-fort a disparu, bizarrement, alors qu'il y avait des scellés dessus, la gendarmerie n'a rien vu, c'est parti. Question de démocratie, de justice. McKinsey, communiste, s'intéresse à ces questions. Et donc, on découvre l'étendue du problème. Parce qu'à une époque où on avait un État stratège, où on avait des élus, des hauts fonctionnaires qui étaient au service d'une ambition politique menée par les élus, et sur ces questions stratégiques, énergie, indépendance du pays, sécurité, l'État fonctionnait. Là, il semble que l'État n'est plus capable, en son sein, d'avoir des politiques, des hauts fonctionnaires, pour définir la politique sur l'énergie, la politique sur la politique sanitaire, puisqu'on a traversé sur la politique sur l'éducation. Donc on a recours à des cabinets qui sont étrangers, américains, et ces cabinets, notamment celui qu'on a cité, a été condamné à des amendes juste avant les années 2000, plusieurs centaines de millions de dollars d'amendes aux États-Unis sur un scandale sanitaire majeur sur les opiacés. Donc l'État français a eu recours pour plus d'1 milliard d'euros au cabinet pour conseiller alors l'État dans toutes ces actions qui sont évidemment très nombreuses, et on parle d'actions qui peuvent être très pointues sur un savoir-faire en numérique. C'est comme ça que se défendent en général les ministres. Ben oui, on n'a pas toutes les ressources. Bon. Mais en fait, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Là, sur le métier des enseignants, par exemple, il y a des choses absolument incroyables. McKinsey, je ne sais plus si c'était McKinsey. Oui, c'est McKinsey. On rédigé un rapport sur l'avenir du métier d'enseignant. Waouh! On n'a pas d'autres fonctionnaires, on a plus d'1 million de personnes qui travaillent à l'éducation nationale, plus d'1 million de personnes, c'est le premier budget de l'État depuis 1997, personne ne peut réfléchir à ça. Donc là-dessus, il y a, depuis quelques mois maintenant, parce que ça passe, le temps passe vite, c'était déjà l'année dernière, il y a une enquête par le parquet national financier qui s'ouvre sur les conditions d'élection d'Emmanuel Macron de 2017 et les dernières de 2022, parce que ce qui est absolument incroyable, c'est qu'on retrouve des dizaines de conseils de McKinsey et d'autres qui ont bénéficié des largesses de l'État, en étant nommés dans des services, ou en ayant après McKinsey a été le principal cabinet qui a été donc choisi par l'État pour des politiques d'État. Donc ces dizaines de conseillers ont aidé à la campagne d'Emmanuel Macron. Mais dans cette affaire, Sébastien, je reviens à ma question, parce que moi qui ai suivi les débats de cette commission, j'ai eu le sentiment que plusieurs fois les sénateurs se censuraient ou ne posaient pas les questions avec toute la niaque qu'ils auraient pu avoir pour gratter la surface qu'on nous dit et aller au fond des choses. Est-ce qu'il y a eu des pressions extérieures ou intérieures au Sénat pour limiter le champ d'investigation des sénateurs? Alors, je ne peux pas vous répondre à ça. En tout cas, moi, je n'ai subi aucune pression. Je pense qu'Éliane Assassi, Arnaud Bazin et les membres, je ne pense pas... alors, je ne dis pas que ce n'est pas impossible, mais lors d'une commission d'enquête, chaque sénateur, en son âme et conscience, pose les questions qu'il souhaite poser.
Véritablement, il n'y a aucune. Moi, j'ai jamais été censuré. Et après, c'est vrai que je suis catalogué certainement dans les sénateurs qui disent ce qu'ils pensent et qui ne sont pas sensibles à la menace ou sous quelque forme que. Est-ce qu'il y en a des menaces? De divers ordres. C'est-à-dire que de rester dans le moule, ça aide certainement à progresser au sein de l'institution. Mais ça, c'est pas d'aujourd'hui. Mais sur les commissions d'enquête, par contre, c'est très très large. Et McKinsey, vu les champs d'intervention du cabinet McKinsey et de les autres, parce que c'était pas que McKinsey. Et là, il y a eu des questions posées sur tous les sujets. Alors, on aurait pu effectivement se concentrer plus sur la politique sanitaire, et dans ce cas-là, mais on est quand même limité malgré tout dans le temps. On fait des auditions en plus évidemment de tout ce que l'on fait par ailleurs, et il me semble quand même qu'on a révélé aux Français l'ampleur du recours à ces cabinets qui n'existait pas avant. En fait, c'était microscopique. Et ce qui est intéressant par rapport à McKinsey, c'est que ça a été comme ça en France, mais aussi dans beaucoup d'autres pays. Parce que du fait de leur implantation mondiale, ils ont réussi à infiltrer les cercles du pouvoir au niveau occidental. Et moi, ce qui me choque, c'est que l'État, j'aime bien cette notion d'État stratège, qui n'est pas d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui est essentiel, ce quoi l'État doit investir, se former. On n'a jamais eu autant de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires, on a des hauts fonctionnaires extrêmement bien formés, on a des gens de qualité. Comment se fait-il qu'on ait besoin d'avoir recours au cabinet extérieur sur des sujets qui sont stratégiques, la santé, l'armée aussi, c'est absolument normal. La logique du bien commun défendue par l'État, la notion de cette notion fondamentale de bien commun et une logique commerciale. McKinsey, vous vous rendez compte, McKinsey, en plus, américain ne payait même pas ses impôts en France. Il arrivait à ce qui donne d'ailleurs lieu à une enquête sur blanchiment fiscal. Est-ce que, quand Véran, puisque tout le monde a suivi l'intervention de Véran devant la commission, est-ce que, selon toi, Véran a pu mentir par omission ou a délibérément occulter les vraies raisons de l'appel à McKinsey dans la gestion du Covid? Alors autant pour les sénateurs, je ne sais pas plus répondre, autant là pour Olivier Véran, oui, on devrait l'appeler Pinocchio, ce ministre, ce porte-parole du gouvernement. Mais comment en France on peut avoir de tels ministres? Et lui est un bel exemple. Porte-parole du gouvernement qui a menti sur les masques, qui a menti sur les vaccins. Enfin, c'est donc évidemment, alors après, par omission, c'est difficile de pénalement être attaquable par omission. Donc oui, bien sûr, ça évidemment. C'était juste avant les élections présidentielles. Donc c'est sûr que c'était très surveillé au Palais de l'Élysée, alors il y a plein de choses qui sont ouvertes au niveau de la justice, mais bizarrement la justice avance lentement quand ça concerne certaines personnes, quand d'autres ça avance beaucoup plus vite, où on ouvre des enquêtes, où on embête, où on enquiquine judiciairement un certain nombre de personnes, vous vous rendez compte, on parle de Véran, on parle de Madame Buzyn, on parle de ces gens-là qui ont été, avec le recul, qui ont menti, qui ont pris les mauvaises décisions, qui aujourd'hui voudraient mettre le coussin et éteindre, ne serait-ce que se poser des questions sur ce qui a été fait, ce qui a été mal fait. La semaine dernière, la porte-parole du gouvernement allemand qui parle d'atteinte à la démocratie, simplement pour ceux qui voudraient essayer de comprendre comment ça se passe. Donc là, on est vraiment sur les problèmes fondamentaux. Et l'utilité de ces commissions d'enquête parlementaires, c'est quand même de révéler. Alors, on peut toujours faire mieux, mais ça veut dire avoir plus de temps, ça veut dire avoir plus de moyens aussi, ça veut dire que la justice doit aussi faire son travail, parce que là on a transmis, nous c'est le pouvoir législatif, on transmet à l'autorité judiciaire, l'autorité judiciaire est chargée de vérifier les mensonges, les erreurs, et dans ce cas-là de poursuivre. Donc on en est sur ce temps-là. Alors il y a plusieurs incriminations qui sont lancées dans la matière sur McKinsey, sur le cabinet de conseil. On verra comment ça va se dénouer. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a permis quand même aux Français de se rendre compte que l'État n'était plus capable sur un certain nombre de missions de faire les choses tout seul et avait recours à des cabinets de conseil, moi je répète, en plus
étrangers. Et en plus, qui ont été condamnés à moult reprises sur cette question sanitaire, et pas rien, c'est plusieurs centaines de millions de dollars d'amende, juste avant, c'était pas il y a 20 ans. Comment on explique ça? Comment M. Macron peut justifier cela? Et comment un ministre peut mentir à ce point en disant c'est sur des questions techniques, on n'a pas toutes les ressources, c'est pas rationnel. Non, c'est pas vrai. L'État stratège, l'État qui défend le bien commun, qui défend la souveraineté des Français, eh bien, il devrait se donner les moyens. On nous rappelle qu'on n'a jamais autant dépensé d'argent public qu'en ce moment. On n'a jamais autant donc eu les moyens humains normalement et financiers de choisir ce qui était stratégique et ce qui était accessoire. Est-ce que McKinsey a donné tous les livrables, comme on dit, c'est-à-dire tous les rapports qui ont été commandés? Est-ce que les sénateurs ont pu lire toutes les productions McKinsey? Alors, il faut savoir que je parlais de temps et de moyens. On a je ne sais pas répondre s'ils ont donné tous les livrables. Par contre, juste avant de venir, ou quelques heures avant de venir, on peut avoir donné des centaines de milliers de pages. Oui, ça fonctionne comme ça aussi. Comment faire en sorte de ne pas pouvoir aller au fond des choses, parce que vous avez le temps, les moyens humains. Derrière, eh bien, les centaines de milliers de pages, il faut pouvoir les regarder. Donc ça, ce genre de choses, oui. Il y a eu des milliers, dizaines de milliers de pages données au dernier moment. Oui, ça, oui. Et donc, dans ce cas-là, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aurait une phase 2 de la commission d'enquête une fois qu'elle aura eu le temps de décortiquer quand même cette production? Alors, le rapport est fait, ce premier rapport, voilà. En fait, c'est effectivement, rien n'empêche le Parlement de se ressaisir sous la même procédure d'une commission d'enquête, plus spécialement sur un sujet qui n'aurait pas été traité au fond. Alors, sachant qu'après, donc là, on est sur les limites et les choses nouvelles, parce que la justice aussi est chargée d'enquêter. Et on ne va pas empiéter sur l'enquête qui est menée par la justice. Pourquoi? Parce que c'est la séparation des pouvoirs. Elle fonctionne. Et là, c'est vrai que le Sénat, je sais parler de questions d'immigration, mais sur des sujets qui sont irritants, en termes là, pourrait, à mon sens, être beaucoup plus offensif. Là, le groupe LR a choisi un droit de tirage sur l'évolution du métier de maire. Bon, voilà. Quelle est la stratégie, puisqu'on voit bien, mais je sais que dans le dossier Covid, plus largement, je sais qu'il y a eu des tensions au sein du groupe LR parce que certains sénateurs voulaient, c'est une logique plus offensive dans la défense des libertés. Comment tu expliques cette frilosité des Républicains au Sénat? Est-ce que c'est lié à des calculs politiciens compliqués? Alors, c'est difficile à répondre. En tout cas, moi, je ne me l'explique pas. Parce que, véritablement, ma famille politique, les idées que je défends, que cette famille politique, issue du mouvement gaulliste élargi, défend la liberté. Là, on a porté atteinte aux libertés publiques comme jamais. Moi, je reste choqué qu'on n'ait pas pu, certaines personnes, enterrer leurs morts, aller voir les malades à l'hôpital, qu'on ait fermé les églises. Ce n'était jamais arrivé. Que l'on demande aux grands-pères d'aller manger, grands-parents d'aller manger au bout de la cuisine, que l'on ait mis des masques sur les enfants, qu'on ait expérimenté une technique médicale. Et que ça passe comme ça. Là, je ne me l'explique pas. Quand l'OMS déclare un certain nombre de choses et que nous continuons parce qu'on s'était engagé là-dedans, que doxa politiquement correct, pensée majoritaire, l'esprit critique qui diminue et qu'on est en campagne présidentielle et que la candidate a choisi voilà, ou parce que on a fait peur aux anciens qui votent et que les anciens qui votent, ils veulent être vaccinés à l'instant où on se parlait, une fois, deux fois, trois fois, et ils considèrent que c'est le moyen d'échapper à la mort. Politique de la peur pour manipuler l'opinion publique. Ça a été réussi, et politiquement ici, plutôt que d'essayer de chercher la vérité, essayer de se poser des questions, de garder du recul, l'esprit critique, eh bien, on n'a même pas ici, moi ça m'a choqué à plusieurs reprises, en réunion de groupe, et n'était pas le seul, on n'était pas nombreux, mais qu'est-ce que risquent les enfants?
ces vaccins, ces pseudo-vaccins, quand on écoute les professeurs, la science progresse par erreur reconnue, et là c'était top. Et en plus, un gouvernement qui a menti dès le début, et nous, on a suivi le gouvernement. Et ça, franchement, je ne me l'explique pas. Je ne me l'explique pas, car d'expérience personnelle. Des amis qui sont en Chine, directeurs industriels, qui début janvier, donc on est en 2020, tu vas en Chine, non, les Chinois ont tout fermé, de côté de Wuhan, etc. Il se passe quelque chose de très grave, une épidémie, etc. Madame Buzyn nous dit, il n'y a pas de problème, on a les masques et tout. Et le mensonge, et ils ont été pris dans le mensonge, et une fois qu'on est dans un mensonge, on continue à mentir. Et par contre, que l'opposition accompagne et supporte ce mensonge, je ne me l'explique pas. Ces bons de sortie qu'on copie le modèle chinois, je ne me l'explique pas. Je n'ai jamais pensé, et ça je ne suis pas prêt d'oublier, et j'en veux énormément à ceux qui ont contraint le peuple français. Enfin, il y a des personnes qui ont été traumatisées de ne pas pouvoir dire au revoir à leurs parents, à leurs grands-parents. Enfin, depuis que la civilisation existe, on enterre nos morts. Et ça, que ici, défenseurs des libertés, Victor Hugo qui est derrière, se battu pour les libertés individuelles, qu'en France on se doit écrire son propre bon de sortie, je n'en reviens pas. J'imagine que dans quelques années on se dit mais qu'est-ce qui arrive à ce pays? Enfin, on est vraiment dans la servitude volontaire. Je viens de terminer le livre de Volton. C'est absolument incroyable. Je parlais de professeur Perron et d'autres qui ont été innocentés. Alors qu'ils étaient du jour au lendemain, ils étaient reconnus, mondialement reconnus. Du jour au lendemain, ils ont émis des critiques, ils ont été blacklistés, attaqués. Que pour certains, là on a un collègue, Alain Houpert, ici, qui est radié pour 6 mois. Alors il a fait appel. Mais donc ça veut dire qu'un parlementaire qui est normalement protégé des pressions de l'exécutif, qui a sa liberté d'expression, eh bien non, lui simplement, en plus il est médecin, hein, il a émis un certain nombre de doutes, eh bien il a été radié pour 6 mois. Parce qu'il est pour l'ordre médecin avant d'être parlementaire. Non, le rôle, c'est les articles premiers articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la liberté d'expression ne peut être inquiété pour ses opinions, a fortiori un parlementaire. Eh bien si. Donc la question pourquoi on n'a pas été au sein des LR, je ne suis plus, je vais apparenter au groupe, je ne suis plus LR, parce que c'était incompréhensible pour moi de ne pas essayer de chercher la vérité, de ne pas prendre du recul. Et là, lors de cette commission d'enquête, on a bien pu voir la façon dont, sur la partie sanitaire, l'État s'en est remis à un cabinet, je rappelle, américain, qui a lui-même été condamné. Et on l'entend très peu dans les médias, que ce cabinet a été condamné à des centaines de millions de dollars d'amende pour un scandale qui a fait, il semblerait, près de millions de morts aux États-Unis des opiacés. Et là, c'est une réalité, c'est factuel. Ce ne sont pas des considérations politiques ou autres. Donc, au Sénat, qui est un pôle dans le cadre du législatif, de résistance, parce que c'est vraiment ça dont il s'agit en fait. C'est qu'on a eu une hyper-présidentialisation. Les Français l'ignorent, et franchement, les grandes autorités ici, quand on constate que depuis 2017, plus de la moitié des textes sont passés par ordonnance, c'est-à-dire que ça passe au-dessus du Parlement, même s'il y a une loi d'habilitation, mais c'est-à-dire qu'à une époque, les ordonnances, c'était presque du fascisme, c'était du césarisme, c'était du bonapartisme. Et là, depuis 2017, 50% des textes, Gérard Larcher l'a fini par le dire, mais timidement et tardivement, eh bien c'est passé. Et nous, je trouve que nous avons été beaucoup trop tendres vis-à-vis de ce pouvoir qui est en train d'abîmer le pays. Et notamment à cause de cette hyper-concentration. Avec Mitterrand, c'était Dieu, avec Macron, c'est Jupiter, le roi des dieux, et on l'a laissé faire, et avec une servilité de ses gouvernants, avec une servilité d'un certain nombre de hauts fonctionnaires, qui après, une fois qu'ils sont proches de la retraite, une fois, reconnaissent, on leur a fait faire n'importe quoi, on leur a fait faire des choses qui étaient contre l'intérêt de leur entreprise, contre l'intérêt de la nation, mais bon, pour pas casser leur carrière, et ils ont continué. Alors c'est ce qu'ils appellent une certaine forme de fidélité. Là, pour moi, c'est pas du tout ça, c'est une forme de trahison lorsqu'on n'est pas en mesure de faire ce que l'on croit devoir faire devant sa conscience et devant l'intérêt supérieur de la nation.
Merci Sébastien, et puis j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour reparler de tous ces avec plaisir. Et que l'on essaiera de chercher la vérité et l'intérêt supérieur du pays qu'on aime tant.